qu'il y a un moment, il faut rendre moins étanche la paroi entre le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Le coût global, bah oui, c'est bien. C'est-à-dire que je fais un complément d'investissement pour faire des économies sur le fonctionnement. Mais si c'est pas le même portefeuille, on n'en a rien à faire. Et ben le BIM, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous conscients que le BIM est en capacité de répondre notamment aux demandes de rendu de la loi MOP, hein, de faire ce que la loi MOP nous demande de faire. Mais on est capable de faire beaucoup plus. Et ces choses qu'on est capable de faire beaucoup plus, il y a une partie qui est indolore parce que ça nous sert à faire notre boulot au quotidien, quels que soient les acteurs, mais on est en capacité de mettre en place de l'enrichissement de données qui vont servir après pour celui qui fait la gestion et la maintenance. Quand on est sur des bailleurs sociaux, eux ils gardent leur patrimoine, ils vont l'entretenir, donc ça les intéresse, et d'ailleurs ils ont été moteurs sur la démarche BIM pour la gestion patrimoniale, parce que eux, le patrimoine ils gardent sur les bras. Quand on est un investisseur, je vends un bien, après bon, il vit sa vie. La démarche aussi, on a vu, c'est le monde de l'industrie. Le monde de l'industrie, le bâtiment n'est que le parapluie qui habite le process. Et si le parapluie, dans sa gestion et sa maintenance, vient perturber le process qui, lui, vous fait gagner votre vie, ça ne va pas. Donc quand on voit des gens comme, par exemple, Airbus, qui sont préoccupés du sujet, ou Aéroport de Paris, ou Gare et Connexion, qui ont dit, déjà, on peut avoir suffisamment de problèmes autres, si en plus le bâtiment vient nous créer des problèmes, donc comment est-ce qu'on peut optimiser notre gestion patrimoniale pour que, au final, notre process ne soit pas perturbé? Eh ben, ils se sont rendus compte que le BIM était l'outil. Donc, on est dans une démarche de développement durable. Stocker de l'information, ça coûte de l'énergie. Manipuler de l'information, ça coûte de l'énergie. Donc, il faut vraiment avoir une information qui est ciblée et calibrée aux besoins. On n'a pas besoin de tout. Et en plus, je veux dire aussi d'avoir des images où on a l'impression qu'on est dans le bâtiment, quand on y est, ok, mais ça c'est mangeur d'énergie, c'est mangeur de mémoire. Il faut calibrer le besoin. Et on a parlé des LOD, Level of Detail, c'est-à-dire que ça c'est dans la représentation graphique. On a parlé du LOI qui est Level of Information. Qu'est-ce que j'ai besoin comme information? Et ça, en fonction des phases dans lesquelles je me trouve, aujourd'hui, on parle du loin, level of need, le besoin. Et le besoin, c'est la conjugaison des deux. C'est peut-être que c'est du graphisme développé et une information très minime, parce que mon besoin, il est là. Et parfois, ça peut être physiquement, graphiquement parlant, quelque chose de très simple, qui va être juste je sais pas, un repère qui est conventionnel pour un ouvrage, par contre avec une foultitude d'informations. Et aujourd'hui, la notion de LOD et de LOI, elle est en train un peu de disparaître. On parle plutôt de cette notion de loin, quoi. Le niveau du besoin. Et ça, c'est ça qui est important. Et le besoin, il est différent en fonction des acteurs. Mais si tout est bien calibré et bien organisé, eh ben, celui qui va faire la gestion et la maintenance, théoriquement, il va trouver ce dont il a besoin. Au minimum, mon plombier, il faut que je lui apprenne à être un spectateur du BIM. Au lieu de déplier des plans et puis de regarder des pièces, c'est que d'ouvrir une maquette et d'avoir les éléments dont il a besoin. Il n'a pas besoin de tout. Il a besoin de certains éléments. Donc déjà, la personne, elle voit en 3D le bâtiment, et je pense qu'elle, pour passer ses tuyaux, c'est quand même plus intéressant que de... Bon. Après, cette personne, elle est spectateur. Alors aujourd'hui, elle peut devenir il peut être contributeur en disant, en marquant sur un papier, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Bon. Et par le biais du BCS, il peut apprendre à mettre un post-it sur le plan, sur la maquette, et dire, moi là j'ai besoin d'une réservation de tel diamètre, à telle distance, de là à là. Bon.
Et puis après, par l'intermédiaire du BCF, il va pouvoir échanger avec le bureau des structures qui va lui dire ah non, là, je ne peux pas la faire parce qu'on n'est pas dans la fibre neutre de la poutre. Là, vous êtes en plein dans le dur, donc ça ne passera pas. Ok. Et puis peut-être que demain, il y a un outil qui va s'appeler Reza Plombier et qui va permettre au plombier de poser sa réservation. Mais comme on est dans une maquette et qu'on a toutes les informations, il va pouvoir la poser là et la maquette va lui dire ah non, tu peux pas ici parce que là on est dans la poutre et on est dans la ferraille et ça passera pas. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces informations à bon escient en fonction du besoin sans faire peur? Parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez une maquette, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est vrai que quand on a un outil qui permet de faire le maximum de choses, bon, c'est très bien, à une condition, c'est que cet outil, il accepte d'aller chercher et de recevoir de l'information des autres. Hein, parce qu'il y a un moment, on ne sait pas qui va venir se greffer sur la maquette. Qui va avoir des besoins. Donc, c'est bien d'avoir des outils qui font un maximum de choses parce qu'on a un besoin, comme ça on se sécurise un peu, mais il faut que cet outil il soit ouvert sur les autres et aussi il faut qu'il puisse exporter vers les autres. Donc le système ouvert est important parce que quand on confond un outil qui est sur une phase très courte, on peut se dire on peut travailler dans un univers fermé. Quand on est dans une réflexion de cycle de vie, on part sur la longueur et on part sur une multitude d'acteurs. Et le besoin qu'on a aujourd'hui, ben, ce n'est pas forcément le besoin qu'on aura demain. Ce qui était fait avant, c'est qu'on partait de l'amont vers l'aval. Et nous, on a dit, non, le BIM, il se prend à l'envers. Il se prend de l'aval vers l'amont. Utilisateur en premier. Oui, okay. On va. Et après, on remonte. Et on voit au passage comment, en fonction des demandes de l'utilisateur, est-ce que déjà on le fait, donc il n'y a pas de souci. Si on ne le fait pas, ben, ça veut dire qu'il faut le mettre en place. J'ai une image qui est un peu triviale, et ça avait fait rire Mangon là, de chez Autodesk. Je lui avais dit, bon, le BIM, oui, c'est la transparence, faut se mettre, oui, on se met nu, mais il faut garder le slip. Dans le sens que, tout à l'heure je disais que nos amis, les grands groupes, se mettent autour d'une table pour discuter. Ils ne mettent pas tout sur la table. Ils mettent ce qu'il y a besoin pour échanger avec les autres, qui sont les mêmes interlocuteurs. Bon. Et à un moment, il y a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, j'ai pas envie que tout le monde le connaisse, mon savoir-faire. Donc ça, je vais me le dégager dans mon univers fermé, et après, je le mettrai à la disposition des autres, ce dont les autres ont besoin pour faire leur travail, et moi, les informations que j'ai besoin des autres pour faire mon travail. Moi, aujourd'hui, quand je vois un maître d'ouvrage qui, dans le cadre d'une consultation, glisse une ligne, cette opération aura une démarche BIM, je dis, c'est tarte à la crème, là. Par contre, quand j'ai un maître d'ouvrage qui, au stade d'un concours, d'une consultation, fournit un cahier des charges, une charte BIM, en disant, voilà moi, après vous faites ce que vous voudrez, après vous ferez votre convention BIM pour répondre à vos besoins, mais qui définit qu'est-ce qu'il a besoin, à tel moment, le niveau de l'information, les informations dont il a besoin, et au final, comment est-ce qu'à partir de ça, il va gérer son patrimoine. Ok, je dis là, ça y est, il a compris.